cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur ESAE Télévision et nous allons tout de suite décrypter l'actualité internationale. C'est votre émission Le Monde en 52 minutes, le dernier numéro de ce mois de juin 2025. Congo démocratique, Rwanda, accord de paix historique à Washington, est-ce le bon? États-Unis, imposition mondiale minimum de 15%, un accord de G7 va exempter les entreprises américaines de ce taux. Et nous allons terminer par la Chine, guerre, Israël, Iran. Est-ce une occasion pour Pékin d'asseoir son influence régionale? Pour en parler, j'ai avec moi Joël Ataï-Guédegbe, il est expert en gouvernance. Bonsoir Joël. Bonsoir Tatiana. Ça fait un moment. Oui, je fais un petit coucou aux téléspectateurs de ZAE TV. D'accord. En face de Joël, Martial à côté, ça fait également un moment. Bonsoir Martial. Oui, bonsoir Tatiana et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, cet après-midi, nous nous rendons déjà du côté du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Accord de paix historique à Washington, est-ce le bon? Mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, Kinshasa et Kigali ont mis l'ego de côté pour un accord historique. Martial. Un accord historique, c'est vrai que ça me fait sourire un peu parce que c'était pas comme si on avait échoué à avoir des accords dans le cadre du conflit entre la RDC et le M23, le Rwanda mêlé. On a eu des accords qui n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce qui nous fait savoir aujourd'hui que cet accord historique, comme on puisse l'appeler, puisse apporter réellement la solution? Est-ce que c'est parce que les États-Unis s'y sont mêlés désormais, encore que là, une fois, ils étaient déjà en octobre 2004, je crois voilà, bien. Ils étaient déjà une fois dans le jeu. Peut-être que la nouvelle dynamique peut permettre à ce que cet accord puisse être effectif. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire. C'est vrai, la signature du papier, l'expression des volontés de part et d'autre. Il y a toujours une volonté. Hein? Maintenant, la capacité à mettre concrètement en place cette paix durable telle qu'on peut l'espérer reste à questionner parce qu'il y a plusieurs données qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous avons des groupes armés, les FDR, nous avons le M23, nous avons le Rwanda et ses intérêts. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait de ces différents groupes armés? Il faut les réintégrer. Après le désengagement, il faut que tout ça soit fait dans le cadre de plusieurs accords. Hein. Il faut que le Rwanda également trouve, puisque c'est un dispositif installé par le Rwanda pour exploiter des minerais, des richesses. Qu'est-ce que le Rwanda fait après? Qu'est-ce qu'on lui offre pour compenser l'ensemble de ces éléments? Donc, c'est beaucoup de questions auxquelles l'accord ne répond pas forcément et qu'il nous faudra voir dans les prochains jours. Ce n'est que le point de départ de la paix dans l'est du Congo. On parle de paix dans l'est du Congo démocratique, de Doha à Washington, en passant par plusieurs capitales africaines. Alors, Joël, dites-nous un peu, en quoi l'accord de Washington est-il différent des autres accords qu'on a connus jusqu'ici dans ce conflit? Bien, je crois que cet accord est malgré tout différent en deux points au moins. Il y a la volonté manifeste du parrain, les États-Unis, d'en tirer quelque chose en termes d'honneur dans le vaste programme ou dessein de Donald Trump de se faire prix Nobel de la paix d'un côté, et de l'autre, il y a malgré tout le fait qu'on ait
pris en compte qu'il y a une certaine cartographie des acteurs et des conflits. Vous avez parlé de Doha, justement, où se poursuivent des sous-négociations. Martial a parlé du M23, qui est l'un des bras armés du Rwanda et qui n'a pas encore déposé les armes. Et cet accord est d'autant plus marquant et intéressant et qu'il intervient à un moment où le M23 a quand même une assise importante sur le terrain, a conquis des villes importantes comme Bukavu et Goma. Et Goma. Bukavu pour la première fois. Ce qui avait donné à penser que sur le reste du trajet, ce serait facile. De pain à faire. Que là, on avait engagé la marche vers Kinshasa. Donc, on sait comment ça commence. Et donc, si on peut étouffer, si cet accord semble étouffer un peu dans l'œuf tout cela, le Rwanda a des moyens de pression importants, comme je viens de dire, avec une avancée très nette dans le territoire congolais. Mais le parrain américain, contrairement à 2004, semble avoir déplacé un peu le curseur. Il était beaucoup plus partisan du Rwanda avant. C'était dans une autre stratégie qui partait de la Somalie vers l'Afrique centrale. Cette fois-ci, peut-être parce qu'ils ont été suffisamment démasqués, dénoncés et que ça ne fait plus illusion, ce qui est en jeu désormais, au-delà du symbole Nobel pour Donald Trump, à tout le moins, c'est concrètement les intérêts américains. Et Kinshasa semble prêt à lâcher quelque chose. Il y a eu les appels du pied du président Tshisekedi au début de la progression du M23 pour que les États-Unis, pour que ceux qui pouvaient viennent mettre fin à tout ça. Des garanties ont été données en termes d'intérêt économique. Et je crois que cette fois-ci, ça a été pris en compte. Les États-Unis viennent avec cette carotte-là et qui sera redistribuée. On ne va probablement pas fermer les raffineries de minerais qui sont installées du côté de Kigali. Les États-Unis devraient investir davantage. Et effectivement, l'inconnu maintenant, c'est les groupes armés, FDLR, à désarmer comme M23. Mais gageons qu'avec la connaissance du conflit, la bonne volonté des uns et des autres, il y a quand même de substantiels changements. Je note, j'ai souvent déploré au niveau de l'intelligentsia congolaise, pour ne pas dire de l'élite congolaise, un manque d'engagement, un manque de patriotisme, un manque de méthode. Mais on a l'impression, cette fois-ci, avec la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Mme Wagner, et avec peut-être même le président Tshisekedi, qui a malgré tout une approche un peu plus rationnelle, un peu plus basée sur les intérêts de la RDC. Et je m'en voudrais de ne pas faire un coucou aux Congolais qui fêtent ce jour, 30 juin, leur fête nationale. Est-ce que c'est enfin le départ pour plus de liberté, une nouvelle ère, parce que ce pays n'en a que trop bavé. D'accord. Alors, c'est un pays qui bave quand même depuis le lendemain de son indépendance. Alors, aujourd'hui, on sait quand même que Martial, sous d'autres cieux, la poignée de main, c'est quand même quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde le contexte de l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut dire que la poignée de main, les poignées de main du ministre des Affaires étrangères du Rwanda et celle du Congo, ça vaut encore quelque chose? Oui, quand on observe déjà ce qui s'est produit à Doha, quand les deux chefs d'État, pendant une longue période, ont décidé de ne pas communiquer, de fermer les voies de communication de façon aussi directe et aux yeux du monde, et on voit les deux rassemblés à Doha, et par la suite le fait que les ministres des Affaires étrangères de ces deux États puissent se serrer la main. À Washington, ce n'est pas du tout anodin. Il y a eu plusieurs accords de paix qui ont été signés, qui sont qualifiés d'historiques. Où les gens se sont également, ils se sont embrassés, ils se sont serrés les mains. Justement, donc c'est ce caractère solennel des accords précédents qui ont eu lieu à Washington, qui confère également ce caractère spécifique à cette poignée de main entre les deux ministres des Affaires étrangères de chacun de ces États. Donc c'est quelque chose de fort symbolique qu'on peut déjà noter. Et également,
M. Joël l'a évoqué, les intérêts des États-Unis dans la région aujourd'hui sont réactivés. Et donc, le simple fait pour les États-Unis d'Amérique de pouvoir s'imposer pleinement dans la région en termes d'exploitation des minerais aussi, parce que c'est dessus que les accords vont certainement vont certainement être basés pour les États-Unis. Donc, quand les intérêts des États-Unis se retrouvent dans une zone, désormais, les États-Unis deviennent garants de la sécurité de cette zone. Et puisqu'un processus a déjà commencé avec le Qatar qui fait énormément de travail dans ce cadre, non seulement pas à travers des accords, mais à travers beaucoup d'investissements dans la zone, et que les États-Unis aujourd'hui se retrouvent pleinement impliqués. Je pense que les deux acteurs, qu'ils le veuillent ou pas, doivent désormais essayer de s'asseoir et de régler cette question définitivement. Et chacun aura pour son compte, parce que là, nous voyons les États-Unis et le Qatar s'impliquer pleinement dans cette région. Alors, lors de la signature de cet accord, hein, Joël, le secrétaire d'État américain a déclaré qu'après 30 ans de conflit, de cette guerre qui a connu un nombre incalculable de morts, qu'il y avait quand même encore beaucoup à faire. C'est heureux que M. Rubio se soit montré réaliste. Et il ne faut pas détourner le regard. Il n'y a pas eu que des morts. Il y a des mutilés, il y a des gens qui sont encore meurtris dans leur chair aujourd'hui, sans parler des déplacés. On parlait des FDLR, c'est pas né du conflit RDC-Rwanda, mais plutôt de la chute ou de l'arrivée au pouvoir du FPR au Rwanda. Et regardez, depuis 1994, on n'a pas soldé cette affaire-là. Et pour des gens qui vivent comme réfugiés, qui traînent dans les camps et autres, là, 30 ans, c'est plus qu'une génération déjà. Et donc, il y a beaucoup à solder au plan même psychosocial, et pour laisser l'économie, la politique de côté. Et quelqu'un comme l'ancien prix Nobel Denis Mukwege a beaucoup témoigné, a beaucoup fait pour qu'on n'oublie pas ces mutilés de la guerre ou de ces conflits-là. Donc la reconstruction va être très longue, et dans la tête de ceux qui vivent encore le traumatisme est plus que jamais présent. Donc on n'efface pas ça d'un trait de plume. Les intérêts économiques semblent dicter la voie de la raison aux uns et aux autres. Les Qataris, et les Américains ayant de gros investissements, et les Américains étant par-dessus tout surmotivés à la fois par la volonté de M. Trump de laisser un nom dans l'histoire, et deuxièmement, la volonté de contrer malgré tout, et l'obsession même, plus que la volonté de contrer la Chine partout où besoin sera, la Chine étant présente de manière informelle, partout, et que ce soit à travers des clandestins ou à travers des entreprises, et on connaît le dynamisme chinois. Et donc dans une région porteuse, on aurait tort de laisser l'avantage à un concurrent déclaré ou identifié comme tel. Donc tout ce cocktail fait que, et même si l'Union africaine a montré, ou les différentes organisations africaines, d'ailleurs le Rwanda s'est retiré, a claqué la porte de la communauté économique des États d'Afrique centrale parce qu'on n'a pas voulu laisser la présidence, toujours au motif de ce conflit-là. Donc vous voyez comment tout s'imbrique. Mais malgré tout, même si l'Afrique a un rôle subalterne dans cet accord-là, l'Afrique n'en a pas moins été à la manœuvre. Oui, mais est-ce qu'on devra toujours se contenter des rôles subalternes lorsque c'est un conflit qui nous concerne? Non, mais là, on n'avait pas les moyens de peser sur oui, là, il y a eu deux médiations principales en Afrique, le processus de Nairobi, le processus de Luanda. Malheureusement, chacun des médiateurs a été récusé. Et il y a Faure qui est médiateur aussi maintenant, hein, le président togolais. Non, c'est après ça. Donc, après ces voisins plus ou moins proches qui ont été récusés de part et d'autre, les Kenyans étant réputés plus proches de Nairobi, les Angolais plus proches de Kinshasa. Bon, donc le Togo est venu un peu comme pour suppléer, pour être voilà, le juge de paix. Et il s'engouffre en récupérant. Et le Togo ne part pas de rien, c'est toujours au nom de l'Union africaine, mais ça montre que de manière laborieuse, l'Afrique cherche encore les moyens
d'être le point névralgique, le centre où les choses se décident malheureusement, et où heureusement en tout cas, on voit que ça se décide plutôt à Doha et à Washington. Il faut en tenir compte, il faut en prendre acte. Alors, après cette signature, il y a le ministre des Affaires étrangères rwandais qui a rappelé que l'accord est fondé sur l'engagement pris de mettre fin de manière irréversible et vérifiable au soutien de l'État rwandais face aux milices et autres. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, hein, vous êtes l'expert, celui qui décrypte l'actualité internationale sur ce plateau. Est-ce que, rien que par ce groupe de mots, on doit croire à la bonne foi du gouvernement rwandais? Oui, il y a quand même cette... puisque là, c'est un accord de plus parmi tout ce qui a été conclu pour mettre fin à ce conflit. Le secrétaire d'État américain l'a dit, c'est un conflit qui dure depuis 30 ans. Donc, je crois que ce soit du côté du Rwanda ou du côté de la RDC, les deux acteurs sont j'ai envie d'utiliser, épuisés. En fait, en ont marre de continuer dans ce conflit, quand bien même les intérêts sont situés à des niveaux donnés. Et donc, la volonté de mettre fin de façon irréversible à ce conflit semble se dessiner de plus en plus. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il faut croire en cela? Oui, la meilleure manière de parvenir à cet objectif, c'est de commencer à y croire. Et puis, si c'est le ministre des Affaires étrangères rwandais qui l'exprime, et de l'autre côté, cela n'a été que la volonté de la RDC pendant longtemps, il faut y croire. Maintenant, une fois que nous partons de la croyance, il ne faut pas s'arrêter là, il faut maintenant agir concrètement. Et comme on le dit cette fois-ci, la différence est que les acteurs qui se retrouvent impliqués dans la résolution en ont les moyens. Parce qu'une chose est de vouloir servir de médiateur, de catalyseur dans un conflit, mais une chose est d'avoir également les moyens de pouvoir le faire. Et là, les États-Unis et le Qatar nous ont montré quels sont les moyens pour pouvoir amener les deux acteurs à s'entendre. Maintenant, est-ce que ça va s'étendre sur le long terme? Bien sûr, c'est ce qu'il faut observer et espérer. Alors, lorsque vous parlez d'agir, hein, la ministre des Affaires étrangères du Congo démocratique a, elle, de son côté, déclaré qu'il ne s'agit pas simplement de simples mots qu'on a mis sur des papiers, mais que maintenant, les actes doivent être traduits, les paroles doivent être traduites par des actes bien concrets. Joël, est-ce que ce n'est pas une façon pour la ministre de jeter un peu du doute? Parce que par cette déclaration, certains ont estimé que la ministre, elle semble ne pas beaucoup croire à la bonne volonté de Kigali. Bon, disons que chat échaudé craint l'eau froide. Martial a suffisamment rappelé combien il y a eu d'accords sans suite. Cependant, le Rwanda n'y va pas de sa bonne volonté. Le Rwanda, il va de l'affaiblissement de son soutien aux États-Unis. Pendant longtemps, il y a eu un lobby qui ferraillait, donc il n'y a pas si longtemps que ça, que tout a pu être démantelé, y compris sous les démocrates, parce que c'est depuis le président Clinton, avec Susan Rice, aux Nations Unies, qu'est né le lobby diplomatique américain en faveur du Rwanda. Et donc, pendant longtemps, il a été difficile de démanteler ce axe-là. Des résolutions, en tout cas au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, enfin, les rapports stigmatisant la responsabilité du Rwanda ont pu émerger, ont pu voir le jour aux grandes dames du gouvernement rwandais. Donc c'était une forme de défaite diplomatique quand même sensationnelle, où on a établi quand même le rôle du Rwanda dans le soutien aux groupes armés. C'est indéniable. Mais dans les faits, le M23, l'AFC, tout ça sont en place là, hein. et vont servir d'épouvantail. C'est de bonne guerre. Et c'est en ça que Mme Wagner, la ministre congolaise, oui, a un peu raison d'y mettre du bémol et de poser en contrepoint des conditionnalités. Ouais. Et ce n'est pas exactement la même chose qui se dit, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes. Le Congo est malheureusement un État failli, un État
où l'autorité même de l'État est en doute. Il n'y a qu'à voir comment beaucoup de généraux ont été repris pour désertion et autres, alors qu'il fallait défendre l'intégrité territoriale du Congo. Donc, du point de vue du Congo, c'est la restauration de l'autorité de l'État, de l'effectivité du contrôle territorial qui est en jeu. Et ils n'ont pas tort de le dire. Ils auront tous la carotte des investissements qataris et américains, et voire des Chinois. Chacun va y trouver sa part, voyez-vous. Mais les Rwandais auront du mal à démontrer que les FDLR, les anciens Hutus et Interahamwe ont pu... Oui, les Banyamulenge, c'est tout ce qui est de l'Est, pour ne pas dire particulièrement même les Tutsis. Mais bon, c'est une appellation un peu péjorative au niveau de la RDC pour désigner le tout venant du Burundi, du Rwanda, et ceux qui sont au pouvoir particulièrement. Donc, finalement, il faut qu'on s'y mette tous, il faut qu'ils s'y mettent tous pour le désarmement, pour le contrôle, le contingentement des armes à ces niveaux-là. Gageons qu'il n'y ait pas trop de concurrence entre les acteurs internationaux, parce que ça ne facilite rien, mais quand il y a convergence, on voit quand même que quelque chose est possible. Alors, pour sortir de ce sujet, c'est vrai, le président américain Donald Trump a salué la signature de cet accord. Il a estimé, il a même déclaré que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la région des Grands Lacs. Mais l'on constate quand même que dans cet accord, on a très peu parlé du M23. Pourquoi? Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Vous savez, quand vous êtes dans les négociations de ce genre et que le Rwanda, puisque pour arriver à cet accord, il faudra la signature des deux acteurs. Mais il faut dire que malgré les rapports internationaux jusque-là, Kigali n'a jamais reconnu son soutien au M23, et donc cela... Les actes parlent. Oui, c'est justement ça, et c'est ce qui va faire que dans les accords, Kigali aura du mal à ce que l'on puisse mêler directement le M23, que l'on puisse citer directement le M23. Ou alors on a évité les questions qui fâchent. Non, c'est pas qu'on a évité les questions qui fâchent, mais il faut comprendre que les négociations pour le règlement de ce conflit se déroulent en deux temps. Ce qui se passe, ce que Doha est en train de... On peut pas dire en plusieurs séquences. Voilà, en plusieurs séquences. Il y a une partie qui se gère par Doha, essentiellement les FDLR et le M23. Comment gérer tout ça, la désintégration qui est gérée par le Qatar. Et de l'autre côté, nous avons Washington qui décide de mettre les deux acteurs qui se retrouvent vraiment à faire le conflit, à savoir le Rwanda et la RDC, à négocier. Et donc, il ne faudrait pas que l'on puisse utiliser des questions qui pourraient, en fait, des expressions qui pourraient stigmatiser l'une des parties, comme le Rwanda, forcément. Donc, on trouve la méthode de pouvoir faire transparaître. Non, on habille. C'est pas une. Là, c'est la diplomatie. On met des gants parce qu'on ne veut pas fâcher l'autre. Oui, justement. Et une fois que ça marche, alors pourquoi ne pas continuer dans ce sens? D'accord. Là, nous avons du côté des États-Unis, en espérant que là-bas, ça va marcher. Imposition mondiale minimum de 15%. Un accord du G7 va exempter les entreprises américaines de s'auto. Nous sommes en pleine guerre commerciale et économique. Alors, pourquoi le G7 ferait ça? Rien de trop pour plaire à Donald Trump et aux Américains. Le grand parrain, quand il tape du poing sur la table, il a d'autres moyens de rétorsion. Il ne s'est pas caché pour annoncer qu'il va malmener ses partenaires qu'on croyait immunisés. Et ils ont découvert à leur grand désenchantement qu'il n'y avait pas de favoritisme possible avec les États-Unis. On sort à peine du sommet sur l'OTAN, où là encore, Donald Trump a obtenu des Européens qu'ils mettent la main à la poche et sérieusement au-delà de 5% de leur budget pour la défense. Et des pays comme l'Espagne s'interrogent sur la soutenabilité de cet effort qu'il impose à ses partenaires pour leur sécurité ou pour leur défense commune. Alors, quand on va sur le terrain économique, là, il y a moins de cadeaux encore à faire. Et c'est les intérêts.
et les États-Unis se font fort de les défendre. Il faut savoir que même si l'administration Biden s'était résignée à accepter cet accord-là, ou cette imposition de 15% sur les multinationales qui ont plus ou moins leur siège dans les paradis fiscaux, parce qu'ayant leur siège dans les paradis fiscaux, ça veut dire qu'ils privent même les pays du G7 de recettes substantielles. Je ne parle pas de nous, les pauvres, du tiers mondial. Des pays pauvres et très endettés. Et très endettés, voilà. Donc, mais vous voyez même que les plus développés ont besoin de ressources fiscales, et donc rien n'est de trop. Mais les Américains ont montré que ça ne les arrangeait pas, et qu'ils ne se cacheraient pas, il n'y aurait pas d'élégance à ce niveau-là, à réclamer ce qu'ils estiment leur être dû, et ça finit par leur être cédé, tout simplement. Alors, lorsque le secrétaire américain, le secrétaire d'État américain au Trésor a fait cette annonce, c'était quoi le projet, Joël? Martial, pardon. Oh, je pense que Joël a déjà commencé à le dire. Hein. Le travail, c'est un travail qui se fait déjà depuis quelque temps dans l'ombre, et c'est le moment de l'officialiser, de communiquer autour de cela. Pourquoi le G7 déciderait d'exempter les entreprises américaines de ce taux d'imposition minimum au niveau international? Il y a déjà depuis l'imposition, depuis l'établissement de cette norme, il faut comprendre que la souveraineté fiscale de ces pays-là, du G7, est en quelque sorte remise en cause. Comme Joël le disait, la plupart des grandes entreprises de ces multinationales établissent leur siège dans les paradis fiscaux, et donc les recettes fiscales fuient essentiellement ces pays du G7 qui, compte tenu de l'accord établi des 15%, ne pourraient pas se permettre de fixer eux-mêmes leur taux d'imposition, en sachant que telle multinationale a son siège dans un paradis fiscal. Et donc, cette volonté d'accorder cela aux Américains libère les Européens eux-mêmes et leur permet désormais, quelle que soit l'entreprise et quel que soit l'endroit où se trouve son siège, les pays du G7 puissent librement imposer, donner leur taux d'imposition à ces entreprises-là pour les arranger eux-mêmes, ces États du G7. Donc, c'est un jeu qui se joue. Les Américains sont gagnants, les Européens également sont gagnants. Alors, justement, nous savons tous que Donald Trump avait critiqué l'accord sur l'imposition des multinationales, comme l'a dit Martial tout à l'heure. Un accord qui avait été négocié quand même par 140 pays, c'était en 2021. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Non, ce qui a changé, c'est que le plus fort s'est fait entendre, et par ricochet. Ce qui est drôle, c'est que non seulement les Européens vont pouvoir également tirer quelques marrons de ce feu-là, en donnant l'impression d'avoir concédé gros au plus grand, mais en embuscade, il y a la Chine qui était déjà d'accord avec les États-Unis pour ne jamais ratifier cet accord-là. Mais leur volonté n'avait pas pu s'imposer. L'accord avait été mis en œuvre malgré leur opposition. Vous voyez comment, tout en s'opposant directement, ils ont parfois des intérêts communs. Et donc, on ne sait pas quand on parle d'économie. Eh bien oui, c'est les intérêts. Business lead the world. Et voilà. Donc, attendons de voir quelle incidence ça aura plutôt sur le tout venant des taux de douane que Donald Trump avait élevé contre un peu tout le monde. On a vu comment il a fait un peu marche arrière par rapport à la Chine. Mais où est-ce que tout ça va se stabiliser? On a l'impression quand même que les États-Unis reviennent à davantage de raison et apprennent à être moins unilatéraux, et comprennent qu'il faut discuter avec des partenaires, avec ceux qui sont en face de part et d'autre. Ça va durer combien de temps et ça aura quelle portée? C'est les questions sur lesquelles on n'a pas de réponse pour l'instant. Alors, on sait quand même que la guerre commerciale, elle a commencé depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, lorsque le G7 décide de faire... de poser un tel acte. Est-ce que ce n'est pas une façon, quand même, pour le G7 de faire plus de faveurs déjà aux États-Unis qu'il n'en faut?
Non, il faut dire que dans cette guerre commerciale, tout le monde est affecté, hein, que ce soit les Américains, les Chinois et les Européens. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on leur fait ce cadeau? Vous, si nous sommes tous affectés... La pression est trop forte, il faut donner l'impression de lâcher quelque chose. Justement, pourquoi les États-Unis ne lâchent pas et que c'est les autres qui paient absolument la C'est eux qui mettent la pression. Justement, c'est les personnes, ce sont eux qui ont les moyens de mettre la pression et de pouvoir, d'avoir la résilience nécessaire à supporter les retours plus que les autres États. Et donc, ça leur confère, quand l'autre se sent étouffé jusqu'à un niveau donné, il dit, mais pourquoi ne pas lâcher quelque chose pour en gagner quelque chose d'autre en retour? Nous avons cette guerre commerciale qui ne laisse pas de côté les Européens, les autres États du G7. Et ils ont trouvé que le meilleur moyen, c'est de pouvoir regagner leur souveraineté fiscale. Et pour regagner cette souveraineté fiscale, ce qui leur permettrait d'imposer des entreprises comme ceux-ci le désirent, bien sûr en respectant quelques règles internationales, mais en leur permettant de supporter également le choc de cette guerre commerciale dont les acteurs principaux surtout sont les États-Unis et la Chine. Et pour pouvoir avoir ce que ces personnes désirent, cette souveraineté, la meilleure manière de l'avoir, c'est de concéder à l'un des acteurs majeurs, pour ne pas dire le déclencheur de cette guerre commerciale, ce que celui-ci attend. Et de retour, les pays du G7 ont également ce qu'ils veulent. Donc c'est un jeu plutôt d'équilibre et de stabilisation qui va se jouer dans les jours à venir entre les taux d'imposition qui vont changer à chaque niveau, avec les droits de douane fixés par Donald Trump, de l'autre côté également par la Chine. Et tout ça va se jouer dans un jeu dont l'équation même, le résultat que nous allons avoir finalement va se décider au fur et à mesure que nous avançons. Là, le seul élément que nous avons aujourd'hui en tant que analyste géopolitique, c'est d'avoir nos yeux pour observer certainement les proportions que vont prendre chacune de ces décisions. On parle de proportions et là, le secrétaire d'État au Trésor a demandé quand même aux parlementaires de retirer cette mesure par rapport à cette loi d'imposition sur les entreprises qui n'était pas forcément, au niveau du sol américain. Alors, dites-nous un peu, est-ce que Donald Trump et son administration ont senti quand même que s'ils continuaient comme ça, l'économie américaine même était déjà sur le point de toucher du fond? J'ai bien peur que oui. Et c'est même souhaitable qu'ils intègrent un peu cette intelligence de la nécessité. Donc, ils ne sont pas complètement idiots. Enfin, je ne me viendrai pas à l'esprit de les traiter comme tels, d'ailleurs. Donc, les uns les autres, à un moment donné, ont cette intelligence-là de la nécessité, mais se donnent les moyens de mettre la pression. Et tout le monde n'a pas ces moyens-là. Les États-Unis, en l'espèce, non seulement le dollar, mais parfois, ces temps-ci, ils se sont rendus compte quand même que les autres pays détenaient des réserves de change très importantes et pouvaient leur faire mal malgré tout. Et donc, c'est un jeu où on évalue ses forces, on voit jusqu'où ne pas aller trop loin. Et on a vu au Moyen-Orient, ou pour ne pas dire du côté de l'Iran et d'Israël, quelle a été l'espèce de jeu trouble et subtil des États-Unis dans quelque chose qui a annoncé une déflagration générale. Et donc, c'est le signe que, quelque part, les acteurs savent être raisonnables quand il le faut. Et peut-être pas toujours, mais chemin faisant, voilà comment on joue des instruments de politique interne, même pour se faire entendre dehors et vice-versa, quoi. Alors, le fait que les entreprises étrangères puissent de nouveau aller investir aux États-Unis, est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle? Non, mais c'est toujours intéressant que des entreprises étrangères viennent investir dans votre pays. Une fois que cela ne remet pas en cause vous-même vos propres investisseurs à l'interne. Et c'est justement ce que Donald Trump a toujours privilégié, le American First. Et ça, c'est
un travail qui va se faire, quand bien même on va lâcher un peu sur cette loi d'imposition des propriétaires étrangers à l'intérieur du territoire américain. Donc on va toujours trouver le mécanisme de faire en sorte que les intérêts des Américains eux-mêmes, puisque c'est l'un des éléments qui a justifié son élection, il veillera certainement à ce que cet équilibre soit maintenu ou que cette priorité aux entreprises américaines soit maintenue. Et c'est justement ce qui explique également le fait qu'il se lance dans l'imposition de ces droits de douane à l'international, comme il l'a toujours fait. Il use du moyen de la pression, de la forte pression pour amener les autres acteurs à lui concéder certainement quelque chose qu'il attend finalement au bout du fil. Et donc, en jouant sur ce jeu, en relâchant un peu à l'intérieur, au niveau interne et en mettant davantage la pression, c'est un peu comme souffler le chaud et le froid de part et d'autre pour lui permettre d'avoir au final ce qu'il attend. Hein. C'est justement à ce jeu qu'on reconnaît Donald Trump. Parlant justement de jeu, Chine, guerre, Iran-Israël, est une occasion pour Pékin d'asseoir son influence. Juste après les attaques américaines sur l'Iran, la Chine s'est indignée, Joël. C'est contenté de s'indigner. Moi, je dis indigné, tu as dit contenté, on y va. Non, parce qu'à un moment donné, on a annoncé que des bombardiers F-24 de la Chine seraient arrivés discrètement en Iran ou bien auraient été en train d'être acheminés en cas. Bon, on caillait tout et que la Chine, qui n'avait jamais été directement partir des conflits hors de sa zone de confort. S'y invite. Bon, il n'en a rien été, mais la Chine n'en est pas moins présente. Les ombres chinoises sont là. Elles montrent que la Chine est effectivement là, décidée à veiller à ses intérêts, parce qu'au fond, il y a ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz, qui est presque le pendant du canal de Suez ou du canal de Panama, s'agissant du commerce international. Et là, non seulement l'Iran a un moyen de nuisance important sur le reste du monde, mais la Chine ne s'y est pas moins invitée, ou en tout cas veille à ce que... La Chine pense toujours économie. Hein. Elle pense économie, d'autant que l'Iran est pratiquement son premier fournisseur en hydrocarbures, en pétrole. Et la Chine, qui n'a pas du tout du pétrole, aurait très mauvaise grâce de négliger ça. Comprenez, c'est élémentaire qu'elle veille à ce qui se passe dans cette zone-là ne lui échappe pas. Elle avance à pas de sioux, certes. On voit ces ombres en Israël sans comprendre trop pourquoi ni comment, mais ceci explique cela. Et si ce n'est pas l'Iran, c'est Israël au moins. De l'autre côté, il faut pouvoir contrôler les choses pour que la Chine ne se retrouve pas les quatre fers en l'air, surtout dans la concurrence avec les États-Unis. Le pétrole est désormais indispensable pour assurer quand même le maintien de son rang économique. Alors justement, lorsque la Chine a déclaré que les USA avaient porté atteinte à leur réputation de puissance mondiale et à leur position diplomatique, en attaquant les installations nucléaires iraniennes. Alors, dites-nous un peu, est-ce que c'était, ou alors est-ce que c'est une manière pour Pékin de faire quand même un peu de la morale aux États-Unis? Mais je veux dire que la Chine, la Russie et même l'Iran trouvent suffisamment de moyens aujourd'hui pour faire la morale aux États-Unis, hein, parce qu'il y a énormément d'antécédents qui leur donne pleinement... Y compris en matière des droits de l'homme. Hein? Oui, justement, à presque tous les niveaux. Hein. Surtout quand on observe les événements récents en Israël, la posture des États-Unis face à toute cette situation, à ces massacres observés de part et d'autre. Alors, la question de l'influence américaine dans cette zone peut être questionnée, peut être remise en cause. Et ce n'est pas parce que c'est la Chine qui le dit aujourd'hui qu'il faut le prendre au sérieux. C'est quelque chose qui s'observe déjà depuis quelque temps, ce qui fait que les États-Unis
n'ont carrément pas envie ou ne peuvent carrément pas se passer d'Israël dans cette région. Vous voyez, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, les Américains ont été présents tout le temps, mais ça s'est terminé par le fiasco, par un chaos. Et donc, faire confiance à un tel acteur dans la région, ça devient difficile. Et c'est justement à point nommé que la Chine s'érige, bien sûr, en acteur crédible dans sa logique d'influence dans cette zone du Moyen-Orient, ce qui justement nécessite que la Chine ne reste pas là seulement et observe tout ce qui se fait. Joël l'a bien évoqué maintenant, le pétrole est indispensable pour la Chine et la capacité de nuisance de l'Iran au niveau du détroit d'Ormuz est d'autant plus importante et prévisible aujourd'hui parce que l'Iran n'a plus cette bulbe ou bien ce bouclier qui la protégeait très souvent. Je veux parler de l'as de la résistance comme on l'appelle aujourd'hui. Et quand ces missiles de réponse aux attaques américaines et israéliennes sont également anéantis, alors l'élément de pression qui pourrait amener l'Iran aujourd'hui à amener les États-Unis et Israël à réagir, c'est bien sûr l'influence du détroit d'Ormuz. Alors, nous constatons tous que l'Iran n'a pas la Chine n'a pas changé de discours depuis le début de ce conflit qui a duré 12 jours, où la Chine a toujours invité les deux protagonistes à chercher une solution politique. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez cela? Je crois que pendant longtemps, oui, il y aura beaucoup de subterfuges parce que personne n'a les moyens d'imposer sans conséquences graves et presque irréversibles sa volonté. Et donc, il s'agit de se faire sentir et d'amener les uns les autres à composer pour une relative stabilité, et conscient de la capacité de nuisance de chacun et des répercussions pour le reste du monde. Parce que je crois qu'il paraît que c'est 20% de la consommation d'hydrocarbures du monde qui passe par là tous les jours. Ah ben, je ne vous fais pas un dessin pour indiquer que la flambée des prix, le blocage, la désorganisation déjà de que l'économie ça nous mondiale. souffre ici, alors s'il fait encore avoir ça. L'Afrique, les pays sous-industrialisés ne sont même pas de la fête, ils devront attendre. Mais si ce détroit d'Ormuz qui conduit vers la Chine directement, mais vers le Japon. Et le Pacifique. S'il vous plaît. Parlons du Pacifique de façon... Voilà. Je cite immédiatement le Japon pour dire que ça ne saurait laisser indifférent personne. Donc, ils vont se parler, ils vont s'envoyer les signaux qui permettent d'indiquer qu'on n'est pas prêt pour en découdre totalement. Et qu'on peut chercher d'autres moyens de cohabiter, qu'on peut avoir des redonnes, qu'est-ce que tu veux dans telle zone, ou bien comment. Donc, ce conflit peut avoir des répercussions sur la situation en Israël, qui devient aussi une zone à stabiliser nécessairement, parce que imaginez que le détroit d'Ormuz soit bouché, devienne impossible à pratiquer. Il reste quoi encore? Le golfe d'Aden aussi. Donc, oui, donc il faut amener les acteurs à composer, à devenir raisonnables pour que le reste du monde survive. Ouais. Et voilà comment tout se tient. Et que, chemin faisant, les acteurs sont plus raisonnables qu'on ne le croit. Alors, on parle d'acteurs. Est-ce que dans ce conflit, qu'on le veuille ou non, il est là, ce conflit, même s'il y a un cessez-le-feu qu'on observe depuis quelques jours. C'est absolument impermé. Alors, il y a depuis quelques jours, est-ce que Pékin peut être un médiateur neutre quand on connaît un peu ses relations avec Téhéran? Vous savez, Pékin a toujours joué de cette subtilité diplomatique, qu'elle soit avec, même dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, elle ne s'est pas mise à découvert autant, quand bien même il y a eu quelques accusations de part et d'autre, mais cela n'a pas été aussi sérieux, on n'a pas été en mesure de tellement prouver cela. Donc la Chine maintient toujours cette position, on dirait que c'est son empreinte sur la scène internationale. Comme ça voilà,
Donc, c'est comme ça qui est comme ça. Voilà, justement. Donc, aujourd'hui, la relation avec Téhéran est une relation absolument à protéger, mais également la relation avec les États-Unis, avec qui... Oui, avec qui... Et Israël aussi. Oui, justement, dans cette guerre, est également à sauvegarder. Donc, l'ingénierie chinoise en la matière, à pouvoir garder l'équilibre, à pouvoir reconnaître son intérêt et montrer à son acteur Téhéran que je suis avec toi dans ce conflit, je te soutiens d'une manière ou d'une autre, et à dire en même temps aux Américains, aux Iraniens, je ne le soutiens pas. Je ne le soutiens pas, ou que je suis avec vous également d'une autre manière. C'est être de corps avec quelqu'un, être d'âme avec l'autre. Et donc ce jeu permet à la Chine quand même d'être un acteur au milieu centriste. Au milieu centriste, mais également crédible. Les deux belligérants, d'une manière ou d'une autre, peuvent recourir à la Chine dans ce conflit. Et l'autre acteur également, c'est la Russie qui se retrouve naturellement invitée dans ce conflit avec l'Iran, mais qui, jusque-là, préfère rester silencieux, en griffe sur la scène internationale pour ce qui est de son soutien direct à l'Iran. Mais cela n'exclut pas le fait que, de façon officieuse, je veux dire, Moscou n'apporte pas suffisamment de soutien à Téhéran. Alors justement, la Chine est-elle aujourd'hui capable de pouvoir capitaliser l'usure américaine et reprendre le lead dans cette région du Moyen-Orient? Je ne crois pas immédiatement. Elle veillera à ses intérêts, à entretenir les meilleures relations possibles avec tout le monde, y compris l'Arabie saoudite et Israël de l'autre côté sur la scène arabe. Là où la Chine semble pousser ses pions par rapport au désengagement des autres, des Américains, notamment des Français, c'est tout près de nous, c'est au Sahel. C'est sur la scène africaine où pour la première fois, on voit la Chine faire des livraisons d'armes lourdes et importantes au point est de concurrencer Wagner ou que sais-je encore, enfin, tous les avatars de l'intervention russe, de concurrencer la Turquie. Il y a des parts de marché à prendre, hein, et surtout que les Français sont en train d'être boutés hors de leurs anciennes positions coloniales et néocoloniales. Bon, la Chine se dit pourquoi pas, puisque économiquement déjà elle a pris pied sur le continent africain. Donc là, c'est plus net. Y compris avec davantage de présence militaire. Mais dans l'autre zone où ça peut avoir des conséquences immédiates, où on peut passer directement à l'affrontement, j'ai l'impression que la Chine se retient d'être trop visible tout en surveillant la scène. N'oublions pas que derrière elle, ou juste à ses flancs, non seulement elle a la question de Taïwan à gérer en permanence, mais il y a l'Inde et le Pakistan, où elle a vraiment encore des positions plus tranchées, tout en ménageant les acteurs. On sait très bien comment l'Inde a eu sa bombe atomique. C'est par la volonté de la Chine. Donc, vous voyez la différence d'intérêt et de préance dans ce qui peut décider la Chine à sortir davantage les griffes. Sinon, c'est toujours le gros matou qui... C'est là comme ça. Alors, pour sortir de ce sujet et mettre fin à l'émission de cet après-midi, c'est vous, hein, je le dis toujours, l'analyste politique, géopolitique sur ce plateau. Alors, selon vous, pourquoi certains estiment que la Chine est plutôt stabilisatrice et Washington provocatrice? Ça, c'est... il faut dire que c'est l'histoire, hein, qui donne cette impression, plus loin même qu'une impression. C'est une impression? Plus loin même qu'une impression, parce que nous avons suffisamment de faits. L'époque de la superpuissance américaine a amené les États-Unis à poser des actes un peu partout dans le monde qui, aujourd'hui, avec le recul, ils se rendent compte que tout ça joue contre eux et les mettent aujourd'hui en posture dans une posture défensive parce qu'on les considère comme des provocateurs, ce qui n'ont pas manqué
d'avoir été dans le passé à des moments donnés. Et ce qui est pire encore, c'est que ces conséquences de ces interventions américaines à des moments donnés continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ça nous amène aujourd'hui à se méfier davantage je veux dire, de ces États-là, de se méfier davantage de la superpuissance américaine dans les régions. Non seulement cela, il y a également ce magistère américain qui se défait de plus en plus au regard des positions ambiguës des États-Unis face à certains conflits. Et donc on nous dit, mais si nous avons en face de nous un acteur qui défend des valeurs et qui constitue que ces valeurs, qui espère ou pense que ces valeurs constituent la base même de son établissement en tant que leader mondial, et que ces valeurs sont aujourd'hui remises en cause par ce même leader, alors on a des raisons de façon logique de nous inquiéter de cet acteur que représentent les États-Unis aujourd'hui. Mais le souci est que c'est un État avec qui il faudra composer. Et donc, il ne faudra pas vouloir forcément changer la réalité des choses, mais vivre dans la réalité des choses. Et vivre dans la réalité des choses, c'est composer avec celui qu'on peut considérer aujourd'hui comme un provocateur, tout en ne perdant pas de vue les intérêts. Et c'est ce qui caractérise davantage ce jeu de stratégie entre les différents États ou les différentes puissances sur la scène internationale. Par contre, la Chine, elle, a surfé sur cette perte d'influence des États-Unis pour s'imposer davantage, parce que la Chine, elle, a été victime de tout ce qui a pu se passer dans le passé. Donc la victime aujourd'hui se retrouve beaucoup plus en bonne posture que le bourreau d'hier. Et donc, que ça ne nous étonne pas que d'autres soient sur la défensive quand il s'agit des États-Unis, alors que quand il s'agit de la Chine, on est beaucoup plus en train à aller vers cette puissance. Mais que l'on ne se trompe pas également, la Chine est en train de faire du chemin. Et donc, il faut espérer que les prochaines fois, la Chine ne va pas tomber dans les erreurs que les États-Unis ont déjà pu commettre. Voilà, chers amis internautes, c'est avec cette intervention de l'analyste géopolitique Martial à côté que nous mettons un terme à notre émission de cet après-midi. Nous avons constaté que tout au long du mois de juin, l'actualité internationale n'a pas été de tout repos. En 12 jours, nous avons eu le conflit Israël-Iran. Fin stop, tout le monde descend. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour le premier numéro du mois de juillet. Ça se passe tous les lundis après-midi sur EZAE Télévision, la télévision de l'excellence, tout simplement. Au revoir, bye bye.